Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 5 de Jujutsu Kaisen. Et avant tout ça, j'ai posté le tome 4 il n'y a pas très longtemps et franchement, j'ai bien aimé le tourner. Donc le 5, apparemment, il y a beaucoup de combats. Donc il faut que vous vous préparez. Donc on arrive à un combat entre Aoi et Yuji. Et Aoi lui pose une simple question: quel est ton type de fille? Et du coup, Yuji est surpris parce qu'il doit donner sa réponse de quel est son type de fille. Donc Yuji lui répondit: bah c'est des petites grandes avec des bonnes fesses. Eh ouais, question banale pour le style de fille de Aoi. Franchement, moi je pense que je sais pas si j'aurais dit la même chose. Donc ça y est, depuis que Yuji a répondu à la question d'Aoi, ils se croient comme meilleurs amis, hein. Aoi croit que Yuji est son meilleur pote, et du coup, un petit flashback assez drôle où il se prend un râteau par Takada, qui est la fille qu'il admire, et du coup, Yuji va devoir le construire. Bon, c'est un petit flashback, hein. C'est juste qu'ils vont s'acheter des nouilles. Mais bon, on va revenir au combat. Voilà, il dit: je crois bien que t'es mon meilleur ami. Et du coup, il y a Kiki la petite sorcière qui surveille si ça se passe bien. Oui, je veux pas dire son nom. On va dire Kiki la petite sorcière. Et finalement, bon, bah, le combat est à armes égales. Sauf que toute la clique de Kyoto est venue carrément affronter Yuji, hein, à 4 contre 1, même 5 contre 1. Bon, le fair play, vous connaissez pas les mecs. Ah oui, vu qu'on est un peu dans un bataille royale, hein, on en profite, hein, pour éliminer Yuji rapidos. La sœur de Maki utilise carrément une balle occulte, donc c'est Mei, pour essayer d'avoir Yuji. Et du coup, Kasumi utilise la nouvelle école de l'ombre, un territoire simple. Je crois que c'est une technique assez fréquente dans les exorcistes. Ils utilisent beaucoup les territoires simples. Mais Yuji arrive à esquiver tout et Kasumi dit oui. Qu'est-ce qu'il a des réflexes? Il a même pas pris une égratignure. Bah c'est Yuji après tout. Et comme c'était le combat personnel d'Aoi et qu'il est un peu vénère que ses potes lui cherchent des noises pour le combat contre Yuji, il a carrément interverti sa position avec celle de Yuji pour qu'il puisse s'enfuir ou qu'il puisse s'affronter tranquillement. Et du coup, il se pose la question pourquoi sa position a été intervertie avec celle de la cible. Bah, c'est parce que Aoi veut régler son combat contre Yuji sans avoir des autres exorcistes sur son dos. Et carrément, Aoi s'énerve et frappe dans le sol et lui dit: bon, dégagez, j'ai pas besoin de vous, laissez-moi plutôt affronter Yuji tranquillement, vous avez d'autres proies. Et il dit: oui, quand j'affronte mon meilleur ami, j'y vais à fond. Alors ça fait 10 minutes qu'ils se connaissent, il sort déjà en tant que son meilleur ami, hein. On verra après, peut-être que dans une heure, ça sera limite son copain. Ah, c'est tellement drôle, ah oui. Et du coup, Megumi, je pense, a compris le stratagème de Kyoto. Ils veulent absolument tuer Yuji parce que c'est le réceptacle de Sukuna. Bah oui, c'est le seul moyen, je suppose, pour l'avoir. C'est de les envoyer, les subalternes, pour tuer Yuji. Et donc, les autres, ils disent: bah oui, bah je pense que c'est le directeur de Kyoto qui a orchestré tout ça. Moi, je pense que c'est lui, totalement. Donc on a Megumi qui s'occupe de Tête de Faucon, oui, Noritoshi, mais bon. Et du coup, il lui pose la question si vous avez prévu d'assassiner Yuji, et ce dernier va répondre: qu'est-ce que je te dirais si je te dis oui? Bah, et Megumi dit: vous allez échouer. Vous n'avez pas pu en venir à bout en si peu de temps. On n'aurait eu aucune raison de le tuer de toute façon. Ben voyons, je sais que les 3 clans et les anciens veulent le voir mort. Ah bah oui, vu que c'est le réceptacle de Sukuna. Yuji qui apporte beaucoup de problèmes vu que c'est son réceptacle à Sukuna. Pendant ce temps, Yuji et Aoi se battent comme des monstres l'un contre l'autre et du coup s'affrontent pour savoir qui va gagner. Et du coup, Aoi est carrément surpris et dit: il enchaîne à une de ses vitesses. Oui, il est surpris des compétences de Yuji. En même temps, il s'est un peu entraîné avec Gojo, il a regardé des films et il est mort une fois, sans cœur. Il a une excellente force physique, mais l'inconvénient c'est qu'il n'arrive pas à gérer son énergie occulte. Et je pense que dès qu'il le gérera, Yuji deviendra une machine de guerre. On repart aussi sur le combat entre Kasumi et Maki. Et du coup, en fait, Kasumi en avait un peu parlé. Mei en avait un peu parlé à Kasumi, vu que Mei et Maki sont sœurs jumelles, mais qui sont dans 2 lycées différents. Et du coup, de base, elle lui avait briefé comme quoi Maki ne voyait pas les fléaux sans ses lunettes. Pendant ce temps, Aoi et Yuji s'en mettent plein la tronche et se frappent l'un contre l'autre, à chacun son tour, on dirait. Et du coup, Aoi est surpris que Yuji progresse tellement vite, mais son défaut, c'est que il n'arrive pas à gérer son énergie occulte. Et du coup, Aoi remarque que Yuji le prend de plus en plus le dessus sur lui, et qu'il va devoir changer de tactique. Le combat continue avec une intensité assez démoniaque.
où Yuji carrément arrive à bloquer Aoi. Aoi va devoir trouver comment le bloquer parce que Yuji commence à prendre de plus en plus de puissance. Et du coup, bon, Aoi fait des petits conseils quand même à Yuji par rapport au fait de son énergie occulte, comment le mieux le contrôler pour qu'il puisse se battre à armes égales. Et je trouve ça très cool de la part de Aoi Todo. Après les conseils que Aoi a donné à Yuji, Yuji comprend un peu plus comment maîtriser son énergie occulte. Et du coup va pouvoir s'exercer. Du coup, Aoi est un peu comme un vrai frère envers Yuji parce qu'il dit je vais te guider pour mieux l'exercer. Ne meurs pas Yuji, surtout pas. Car de toutes mes forces, élève-toi vers le sommet. Oui, il va aider Yuji à s'élever vers le sommet. C'est beau, une amitié comme ça, alors que ça fait que 15 minutes qu'ils se sont rencontrés. Ensuite, on enchaîne avec le combat entre Mekamaru contre Panda. Oui, un T-Rex. Pour moi, c'est un peu le duel entre un panda et un T-Rex. Voilà, mais on suppose plutôt que c'est le T-Rex qui va gagner, alors que le panda ne pourra pas gagner du tout. C'est mon avis, après tout. Et on remarque que, du coup, le T-Rex qui s'appelle, oui, on va l'appeler T-Rex, Mekamaru, on s'en fout un peu de son nom, est en fait un panda qui a été contrôlé par quelqu'un à distance. Et du coup, voici l'état du corps d'origine, qui est moche. Plus de bras, limite il n'y a plus de jambes, c'est un corps quoi, un corps de cadavre. Et Panda explique rapidement les classes, donc classe 1 à classe 4, en sachant qu'Aoi, classe 1, Toge et l'œil de faucon, bon pas l'œil de faucon, mais la tête de faucon est semi-classe 1. On a Panda, Megumi et Kiki la petite sorcière qui est classe 2 et semi-classe 2. On a Nobara, du coup c'est Mei, Katsumi et le T-Rex qui sont peut-être classe 3. Et du coup on a Maki qui est classe 4. Voilà pour l'explication rapidement. On reprend le combat et n'oubliez pas que c'est un T-Rex qui tire des canons laser. Oui, on se croit dans Star Wars. Oui, c'est quoi ce délire? D'où tu tires des canons laser? Et du coup, Panda, il est prêt à réceptionner cette attaque. Et c'est devenu un gorille mutant. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire là? On passe d'un panda à un gorille mutant qui dans King Kong. Et oui, c'est l'incarnation de King Kong, le mode gorille de panda. Et on va reprendre bien évidemment avec Mei Zenin et Maki Zenin. Donc Mei qui est une semeuse de Discord professionnelle. Bizarrement, elle s'entend assez bien avec la plupart des personnages féminins. Elle mesure environ 1m70 comme sa jumelle. Que pensez-vous de sa coupe de cheveux? Bon, écoute. Et Maki qui est la longueur de sa queue de cheval dépend de l'humeur de l'auteur. Super. Elle est plus belle et plus directe que Mei. Elle adore la malbouffe. Vous voulez en apprendre davantage sur... mais il faut lire Jujutsu Kaisen 0 que j'ai pas encore présenté et que je vous le présenterai. Et on va reprendre avec Kasumi Miwa et Mekamaru, donc aka T-Rex, quand elle avait un petit boulot en 5e. Des membres de la nouvelle école de l'ombre sont venus la voir et lui proposer de devenir exorciste. Séduite par l'idée, elle s'est laissée convaincre. Elle est persuadée d'être une fille normale, ordinaire, banale. Et même si ce n'est pas complètement faux, on ne peut pas dire qu'une exorciste soit l'archétype de la fille qu'on croise à tous les coins de rue. Elle aime ce qui est la mode et elle est très branchée people. Alors que Mekamaru, c'est un T-Rex. Au début, quand j'ai apparu son image de corps, je n'avais qu'une idée en tête, qu'il soit entièrement recouvert de bandages, mais plus je dessinais, plus je trouvais qu'il ressemblait à Shishio dans Kenshin le Vagabond. Petite référence à Kenshin le Vagabond. Donc j'ai donc laissé tomber en cours de route. Mekamaru n'est pas son vrai nom, mais celui d'un robot et un dessin animé qu'on adorait quand on était petit. Bon, on se pose la question. Le combat continue, T-Rex contre gorille mutant. On verra qui va gagner. Est-ce que c'est le T-Rex ou est-ce que c'est le gorille? Carrément, ils se battent en haut d'un toit. On a quand même le gorille mutant qui essaye de frapper le T-Rex en plein sa mâchoire et le T-Rex qui commence à galérer. Et du coup, l'affrontement continue et le gorille mutant, bon, plutôt panda maintenant, parce que tu crois que les apparences ont de l'importance pour moi. Je suis un panda, tu le sais. Ah bah oui, les pandas, c'est très mignon quand ça devient pas des gorilles mutants. Panda a gagné le combat et dit à T-Rex, je te passerai te voir à l'occasion dès que du coup voir ton vrai corps. On repart sur un flashback entre Mei Zenin et Kasumi. Et du coup, on parle de Maki. Et en fait, Mei dit que Maki est nulle et qu'elle n'a pas d'intérêt. Elle ne voit pas les fléaux, c'est juste une fille normale sans les objets maudits. Elle n'est rien. Elle restera classe 4 toute sa vie. C'est à demander pourquoi elle a voulu devenir exorciste. La pause est finie. Voilà. Et du coup, l'explication pourquoi Mei déteste Maki alors qu'ils sont jumelles. Et du coup, Kasumi est un peu
bluffé des compétences de Maki et dit bon bah Mei tu me payeras ça. Elle est hyper forte en fait. Ah oui, elle maîtrise super bien les arts un peu d'exorciste. Et du coup le combat entre Maki Zenin et Kasumi continue. Et Kasumi est en train de galérer, en train de prendre pas mal de dégâts. Et si elle avait sorti sa lame, elle m'aurait déjà coupé. Du coup, Kasumi va devoir riposter en utilisant la nouvelle école de l'ombre, un territoire simple pour essayer de contrer Maki. Et en fait, quand une personne pénètre sur le territoire de Kasumi d'un rayon de 2,21 m, elle l'attaque automatiquement. Le sort se dissipe quand ses pieds quittent l'endroit d'où elle a lancé l'expansion. Voilà le principe d'un territoire simple. Mais du coup, en fait, le fait qu'elle utilise sa technique, donc en fait, elle recouvre son sabre d'une énergie occulte pour permettre de la contrôler, mais ça ne fonctionnera pas contre Maki. Je dois guetter une faille. Et oui, elle ne peut pas l'utiliser contre Maki, cette technique. Du coup, elle va devoir trouver une autre technique. Mais sauf que les deux sont en phase d'analyse. Et je crois que Maki va devoir utiliser nuage flottant. Il me semble que c'est un peu son arbre. Et du coup, contre Kasumi qui galère un peu à affronter Maki, parce que oui, pour une classe 4, elle est quand même assez forte. Hein. Il ne faut pas la sous-estimer, la petite Maki. Et du coup, en fait, Kasumi a remarqué que Maki avait utilisé vraiment un leurre pour totalement distraire Kasumi pour l'affronter. Et du coup, on a tout simplement le duel qui continue et qui continue pas mal. Hein. On a quand même un bon duel. Maki a réussi à désarmer Kasumi, mais elle se débrouille très bien en aikido et en arts martiaux. Et du coup, pas mal ton sabre, elle m'a désarmé, et oui. Parce que, non, c'est plutôt Maki qui arrive bien à désarmer Kasumi parce qu'elle est très forte en ninjutsu, on va dire ça, plutôt en arts martiaux. J'ai confondu, oups, désolé. Et du coup, elle est paniquée parce qu'elle n'a plus de sabre pour affronter tout simplement Maki. Et comme Maki est très fort en corps à corps, ça va être très compliqué. La compétition continue et on a Nobara qui affronte Kiki la petite sorcière. Hein. Oui, on va garder ce nom parce que j'ai trop la flemme de dire son vrai nom. Et Nobara qui espère faire des dégâts à Kiki. Et carrément, elle lui lance un pic en disant « Attrape-moi si tu veux, si tu peux la seconde. » Comme si elle croit qu'en seconde, on n'est pas assez doué. Et du coup, Nobara lui répond « Descends de là, petite sorcière de pacotille. » Oui, parce qu'elle est quand même assez caractérielle, Nobara. Faut pas l'oublier. Et du coup, Nobara se prend carrément une vague d'écorchure, mais une vague de poussière, etc., qu'il faut qu'elle esquive. Et elle n'arrive pas à l'esquiver. C'est une rafale d'énergie occulte plutôt. Et je crois qu'en fait, elle avait une lame. Il y avait une lame qui sort de son balai, il me semble. Et du coup, Nobara l'esquive rapidement. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus si son balai s'extensit. Je sais pas du tout. Et du coup, le combat continue. Et en fait, Nobara s'est fait un peu toucher par la petite Kiki, la petite sorcière. Et du coup, elle lui dit une cicatrice. C'est une marque de valeur pour un homme, mais un défaut pour une femme. Hein. Les exorcistes devraient être jugés en fonction de leurs compétences. Tu me crois pas? Bah oui, c'est généralement le cas. Non, ça vaut que pour les hommes. Ah là, un petit contre les hommes. Hein. Et du coup, Nobara en a un peu marre de se faire prendre la tête par Kiki la petite sorcière. J'en ai marre de dire ce nom, mais c'est trop drôle. Oui, et du coup, elle va devoir riposter. Sauf que tout simplement, le combat est tellement chaud qu'elle arrive quand même à trouver une bonne stratégie pour l'avoir. Mais elle se méfie quand même d'un facteur qu'on a oublié, c'est les incantations de Toge. Ça veut dire que si Toge il arrive dans la zone, elle va pouvoir endormir un peu Kiki la petite sorcière. Donc il faudra faire très attention. Et elle arrive à insérer un épingle à cheveux pour l'attaquer. Et c'est pour ça qu'elle avait lancé des clous. Et du coup, elle va pouvoir créer peut-être une résonance. Et du coup, Nobara essaye d'attraper le balai de Kiki la petite sorcière, mais est-ce qu'elle va réussir? Je ne sais pas du tout. Mais elle, le problème c'est qu'elle a perdu un peu en attitude, mais elle va essayer de ne pas se faire atteindre par Nobara. Sauf qu'elle lance une poupée vaudou, et en fait elle avait réussi à récupérer un brin de balai de son paille à balai pour faire vraiment des dégâts. Et du coup, elle va pouvoir créer une résonance avec ceci. Et du coup, Nobara carrément s'exprime en disant que elle aime être très élégante et prendre soin d'elle. Chacun fait ce qu'il veut. J'aime aussi devenir de plus en plus forte parce que je suis Nobara Kokisaki. Et elle va carrément faire des dégâts à Kiki la petite sorcière. Et du coup, on voit l'impact d'une balle au moment où Nobara attaque Kiki, du coup. Je sais même pas son nom. Et du coup, c'est
Mei qui a attaqué Nobara. Elle a réussi à atteindre Nobara d'une distance quand même assez phénoménale qui fait qu'elle n'a pas fait très attention au fait que Mei la visait depuis le début et que finalement c'est que juste une balle en caoutchouc. Vu le rayon de lumière de tout à l'heure, Mekamaru a tiré un ultime canon. Seulement je n'arrive pas à le joindre parce que Mekamaru a été éliminé. Et du coup ils refont une stratégie, il dit que le panda va sans doute revenir, éloigne-nous de la zone et aide-nous depuis les airs, on a encore besoin de toi. Oui, elle a quand même sauvé la niche de Kiki. Hein. Après Kasumi, Maki va se frotter à Mai, sa jumelle, pour savoir qui va gagner entre les deux. Et du coup, je sais que Mei avait énormément mis de raclée à Maki dans le passé. Du coup, espérons que cette fois-ci, Maki aura plus de réussite. Et du coup, en fait, ça serait cool que Maki puisse faire ses preuves lors de cette compétition pour reconnaître que c'est pas juste une simple fille qui voit les fléaux grâce à des lunettes. Le combat entre Maki et Mei commence et du coup, on voit quand même une balle en caoutchouc, donc un pistolet d'énergie occulte contre un sabre d'énergie occulte. Et du coup, on voit un petit flashback entre Maki et Mei, où du coup, Maki, en fait, sont tous les deux pareils, sauf que je sais que Maki est plus forte que... Non, Mei est plus forte que Maki plutôt. Mais le problème, c'est que en fait, Maki ne voit pas les fléaux, et du coup, pour le clan Zenin, c'est un peu une honte, le fait qu'elle ne voit pas les fléaux, et du coup, qu'elle est obligée d'avoir un objet maudit pour les voir. Et du coup, en fait, Naobito Zenin veut que Maki quitte le clan parce que, en fait, elle ne sert plus à rien. Et du coup, Maki avait comme ambition de devenir la prochaine chef de la famille Zenin. Et tu te trouveras une épreuve appropriée alors comme tu le voudras. Et oui, parce qu'elle a vraiment envie de vaincre Naobito pour devenir un chef du clan Zenin. Et du coup, on a Mei qui est très attristée du fait que Maki s'en va de la famille. C'est pour ça qu'elle hait Maki. Et Mei veut absolument vaincre Maki parce qu'elle sort par les yeux. Elle peut plus la supporter et vice versa pour les deux. Et du coup, on a Mei qui dit « Si ce n'était pas si mal de se faire exploiter par le clan, on aurait pu mener une vie tranquille à accomplir les tâches subalternes. Pourtant, tu n'as pas voulu rester une bonne à rien avec moi. » Eh oui, c'est le fait que Mei s'est fait abandonner par Maki qu'elle ne le sent pas très bien. Et comme les jumelles sont très proches, entre guillemets, quand il y a des jumelles dans les mangas, c'est sûr que quand il y en a une des deux qui part parce qu'elle ne se sent pas bien, c'est compliqué pour l'autre. Ici, on va se pencher sur le combat entre le Tête de Faucon et Megumi. Et du coup, oui, c'est un combat où lui, c'est un archer qui crée des perfusions, il me semble. Et Megumi est vraiment un gars qui maîtrise les familles, donc ça va être compliqué pour Megumi. Les crapauds de Megumi contre les flèches occultes de Noritoshi, c'est assez stylé comme duel. Et du coup, on a Megumi qui lui pose la question, tu es capable de... Non, c'est plutôt Noritoshi qui lui pose la question, tu es capable de voquer la famille à la fois, non? Je déteste quand on me prenne des gants avec moi. Alors le combat va devenir de plus en plus sérieux. Du coup, il va vraiment utiliser ses réflexes et pour réussir à vaincre Noritoshi, même s'il a esquivé son attaque de 100 perfusions, il me semble. Et du coup, on voit que Megumi galère à vaincre Noritoshi parce qu'il réagit trop tard pour protéger avec mon énergie occulte. Il est beaucoup plus puissant et rapide que tout à l'heure. Et en fait, il manipule les hématies. C'est tout simplement ça. C'est un sang perforant, ça s'appelle les hématies. Et du coup, en fait, Kasumi va essayer de retrouver son sabre et du coup, en fait, reçoit un appel de Mekamaru. Sauf que ce n'est pas Mekamaru qui va l'appeler. C'est Toge qui va lui dire dors. Et du coup, elle va dormir. Et elle s'est fait avoir. Parce que c'est Toge qui a pris le téléphone de Mekamaru pour l'appeler. Ah, c'est très ingénieux de la part de Toge. Et du coup, Toge se débrouille très bien pour vaincre Kasumi. Bon, j'avoue, par téléphone, c'est pas si mal, hein, l'affrontement. Pendant ce temps, on voit quand même que Kyoto avait manigancé quelque chose et qu'ils avaient mis quand même un fléau de semi-classe 1 pour pimper l'épreuve, je suppose. C'est pour tuer aussi Yuji. Hein. C'est un peu le stratagème. Et du coup, Toge voit vraiment ce semi-classe 1. Et aussi, il va se passer un truc un peu spécial à la fin de ce tome. C'est l'arrivée d'un fléau de classe S qui s'appelle Hanami. Oui, qu'on découvrira dans ce prochain tome. Et du coup, le début de l'affrontement entre Toge et Hanami va commencer. Et en fait, le truc, c'est que Maito et un maître des fléaux ont réussi à s'infiltrer vraiment dans l'enceinte de l'école d'exorcisme de Tokyo. Voilà pour la fin de ce tome numéro 6, je crois, c'est ça. Dans 5, je vais vous dire mon avis.
Je vais vous donner mon avis de ce tome 5 de Jujutsu Kaisen. Déjà, j'ai adoré ce tome. Il y avait énormément de batailles, il y avait des combats, de la stratégie. On voyait quand même que les talents d'exorcistes, on en voyait qu'ils arrivaient quand même à utiliser des sangs perforants. D'autres, c'est des combats d'incarnés. On avait aussi la résonance de Nobara. On avait les combats encore à corps de Yuji, les familles de Megumi, et en fait j'ai adoré ça. Et en fait à la fin, ce qui s'est passé, que je trouvais ça très cool, c'est le fait qu'il y ait carrément un fléau de classe S qui vient pour récupérer des doigts de Sukuna, et du coup avec Mahito et un maître des fléaux pour le superviser. Et j'ai adoré. J'espère que ce tome vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à poster un commentaire ou à vous abonner, et je vous dis bye tout le monde.